une production Binge Audio. Pour beaucoup, il était le chaînon manquant. Il était l'homme politique qui avait réussi à réconcilier la gauche avec le capitalisme, avec les patrons, avec la réussite. Il était la preuve que la volonté politique pouvait dicter sa loi à l'économie pour le bienfait du plus grand nombre. C'était en tout cas l'image que Dominique Strauss-Kahn voulait se donner, et sûrement celle à laquelle il croyait. 79% des Français pensent ainsi qu'il aurait fait un meilleur président que François Hollande. Peut-être que tout ça a été vrai, un court instant. Peut-être aussi qu'il ne s'agissait que d'un alignement des planètes, et que DSK n'y était pas pour grand-chose, à part avoir été là, au bon moment. En tout cas, à l'heure des bilans, toute cette réussite n'aura été que passagère. Il restera comme le symbole de cette génération post-Mitterrand qui a fermé le cercueil des illusions perdues du Parti socialiste. La fin du Parti socialiste à l'ancienne. La marque Parti socialiste, elle est dead, morte. C'est ce parcours qu'on va vous raconter dans cet épisode, écrit par David Carzon. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. La trajectoire politique de DSK, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire si on veut arriver à l'Élysée. Elle inspirera d'ailleurs un certain Emmanuel Macron qui évitera bien des erreurs que son aîné a commises. Mais on y reviendra plus tard. En attendant, il faut commencer par se demander comment un professeur d'économie a fini par devenir une des personnalités politiques préférées des Français. Revenons à ses débuts, avant même qu'il ne se lance en politique. C'est certain, l'homme a le cerveau bien fait. Il a fait l'IEP de Paris en même temps que HEC. Il a obtenu un doctorat en sciences économiques. Seul ombre au tableau, quasi parfait, il a été recalé de l'ENA. Au départ, rien ne le prédestinait à faire d'aussi brillantes études à Paris. Enfant, il grandit à Agadir, mais en février 1960, sa vie bascule. Un tremblement de terre détruit une partie de la ville et tue près de 15 000 personnes. Dominique Strauss-Kahn a 11 ans. Il est un miraculé. Certains de ses copains d'école n'ont pas eu autant de chance que lui. Toute la famille quitte le Maroc pour s'installer à Monaco, puis rejoint Paris quand le business de son père fait faillite. À l'époque de ses études supérieures, le jeune homme est proche, figurez-vous, du Parti communiste. Marxiste dans l'âme, il refuse même les cours de marketing à HEC. Surtout, il cache bien son jeu. On croit qu'il étudie en dilettante alors qu'il mène plusieurs diplômes de front. Et puis au fur et à mesure qu'il se plonge dans les méandres de l'économie, il se rend compte qu'il va falloir choisir entre ses convictions politiques et la matière qu'il étudie. Il le dit lui-même dans Le roman vrai de DSK de Michel Taubman. À partir de 1972, je vois que le communisme ne tient pas la route. Plus j'appréhende la complexité de l'économie, plus je perçois le caractère simpliste des thèses communistes en contradiction totale avec mon travail. Jusqu'ici, la politique pour DSK, c'était un engagement au sein du bureau des étudiants, où déjà il fait montre d'une certaine ambition. La légende veut qu'un jour, il s'est demandé à voix haute, devant ses camarades, s'il préférerait devenir ministre des Finances ou bien prix Nobel d'économie, ajoutant qu'à regret, il ne pourrait pas faire les deux. Devenu professeur des universités, il adopte le look prof d'éco de l'époque. Costume gris, collier de barbe, grosses lunettes en écaille. Il semble donc avoir choisi le chemin du prix Nobel, ce qui aurait pu finir par arriver vu la pertinence de certains de ses travaux. Mais la politique l'avait déjà rattrapé en cours de route. Il commence par adhérer au Parti socialiste en 1976. La gauche n'est encore jamais arrivée au pouvoir sous la Ve République, mais elle commence à sentir que c'est possible. François Mitterrand a mis la main sur le parti, réussissant à construire un programme commun avec toute la gauche. Les représentants des grands partis de gauche se pressent au domicile de François Mitterrand. Le ciel de l'Union est limpide. Je viens d'avoir un entretien très cordial avec François Mitterrand. Nous avons précisé nos positions sur toutes les questions où nous devions le faire et il y a un accord total. Dominique Strauss-Kahn n'est pas un militant comme les autres. Il n'est pas du genre à coller des affiches ou à aller sur le terrain. En revanche, il maîtrise les dossiers et il possède déjà une petite notoriété. Alors il met un premier pied dans l'appareil socialiste en intégrant le Centre d'études de recherche et d'éducation socialiste, le CERES, un courant du parti qui a permis la prise de pouvoir idéologique de Mitterrand. Il y fait des rencontres déterminantes pour la suite de sa carrière politique, comme Jack Lang et surtout Lionel Jospin. On reviendra plus tard sur cette amitié presque contre nature, car elle joue un rôle important dans cette histoire. 5, 4, 3, 2, 1,
François Mitterrand est élu président de la République, 51,7%. Valéry Giscard d'Estaing, 48,3%. La gauche arrive au pouvoir suprême en 1981. C'est l'époque où on se partage les places et le spécialiste des questions économiques est courtisé au sein de nombreux ministères. Mais lui préfère rester au Parti socialiste où il va travailler pour Lionel Jospin. C'est là aussi où il va se former au débat d'idées et se forger ses convictions qui vont définir la suite de sa carrière. Et c'est là qu'il commence à se faire appeler DSK. Quand on veut faire de la politique, vient le moment où il faut se faire élire, gagner une élection. Les législatives de 1986 vont être pour lui l'occasion de se confronter à cette dure réalité. Il est parachuté en Haute-Savoie, contre l'avis des responsables locaux socialistes. Le président Mitterrand ayant introduit une dose de proportionnel pour limiter la déroute électorale à venir, Dominique Strauss-Kahn réussit à être élu député au milieu d'une assemblée de droite. Difficile de se faire remarquer dans ce contexte, son heure viendra plus tard. Justement 2 ans plus tard, François Mitterrand rempile pour un second mandat. Nouvelle tournée de législative. DSK s'enfuit piteusement de Haute-Savoie pour investir le Val d'Oise. Il est de nouveau élu député et il va bientôt pouvoir tâter de l'expérience gouvernementale. Il va d'abord prendre les rênes de la prestigieuse Commission des finances de l'Assemblée nationale, qui est un véritable État dans l'État, capable d'influer sur les politiques économiques des gouvernements. Lui ne va pas s'en priver, se mettant à dos ministre et Premier ministre de l'époque. En 1991, malgré le peu de confiance que lui porte Mitterrand, il est enfin nommé ministre délégué à l'industrie dans le gouvernement d'Édith Cresson. Il conserve ce poste durant le passage à Matignon de Pierre Bérégovoy. Puis, comme beaucoup de ses collègues, il perd tout en 1993 au retour de la droite aux affaires. Privé de mandat et de fonction au sein du PS, il va dans le privé et crée son propre cabinet d'avocats. C'est un élément fondateur puisque c'est le moment où le sens des affaires commence à prendre le dessus. Mais pour le moment, continuons de dérouler son parcours politique, car il n'est pas inactif dans cette période de transition. Il fait partie d'un groupe d'experts au sein du Parti socialiste dont l'objectif est de préparer l'après-Mitterrand. Lui se voit même prendre la tête du PS, mais il n'est pas assez bon pour naviguer entre les courants et la défaite est cuisante. Peu importe, il pense pouvoir y arriver autrement. D'abord, il réussit enfin à asseoir son ancrage local en gagnant la mairie de Sarcelles en 1995. Et il en profite pour en faire son laboratoire à idées, comme les emplois jeunes et les zones franches. Ensuite, il se met totalement au service de Lionel Jospin, candidat malheureux de 1995 qui pose les bases pour les prochaines échéances électorales. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. La suite, on la connaît. La gauche plurielle sort grande vainqueur de la dissolution de 1997. DSK a misé sur le bon cheval et il devient ministre de l'économie et des finances, un poste où il finira de modeler son personnage. La prochaine étape pour lui, c'est forcément l'Élysée un jour ou l'autre. Il s'est forgé une image de réformateur moderne, en prise avec son temps, capable de comprendre les rouages économiques pour les mettre au service de la politique. Il incarne ce qu'on appelle la social-démocratie, qui lie le progressisme des idées et de l'économie. C'est évidemment plus compliqué que ça, et on sait aujourd'hui comment tout ça va finir. Mais avant de s'arrêter au Sofitel de New York, il est intéressant de revenir sur ce parcours politique pour en avoir une autre lecture et comprendre les failles béantes qui étaient présentes sous nos yeux. Ça permettra de comprendre comment le Parti socialiste a perdu la bataille des idées au fil du temps en choisissant une ligne qui aura pour résultat de faire élire Emmanuel Macron. Et comment la suite de la carrière de DSK sera marquée par un échec aux primaires socialistes de 2006, une nomination au FMI grâce à Nicolas Sarkozy, et surtout des affaires et encore des affaires. Pour Dominique Strauss-Kahn, il y a clairement un tournant idéologique au milieu des années 80, quand il devient commissaire général adjoint au Plan, une institution chargée de définir la planification économique du pays. Il commence alors à fréquenter le monde des affaires et des personnalités comme Claude Bébéar, Michel Pébreau ou encore Louis Schweitzer, qui sont les grands noms à l'époque du patronat français. Son grand ami, c'est Denis Kessler, le futur président du MEDEF, le syndicat des patrons. Physiquement, il change aussi. Fini les grosses lunettes, le collier de barbe et les costumes gris, désormais il s'habille avec des costumes à la mode.
10 ans plus tard, quand il perd ses mandats une première fois, il monte, on l'a dit, une activité de conseil. Et avec le PDG de Renault, il crée le Cercle de l'Industrie, spécialisé dans la défense de l'industrie française à Bruxelles. Il y côtoie là aussi des grands patrons et commence à se mettre à dos ses amis politiques les plus proches. Lionel Jospin ne voit pas ça d'un très bon œil. Pour lui, un socialiste ne doit pas s'interdire de voir des patrons, mais de là à s'en faire des amis et des soutiens, il y a un monde. Il estime qu'un jour, à force de baigner dans le patronat, son ami aura à choisir entre la politique et les patrons. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, ça arrangeait bien tout le monde d'avoir dans la place un ami des grands patrons. Alors quand il arrive ensuite à la tête de l'économie et des finances en 1997, il est aussi bien le stratège socialiste qui avait pensé les 35 heures et les emplois jeunes que le ministre qui va privatiser à tout va, et notamment France Télécom. Privatisation dont on connaît le coût humain aujourd'hui. Il ne le sait pas encore, mais ça va marquer le début de la fin de sa carrière politique au sein du Parti socialiste, et surtout le début des ennuis judiciaires. Et il faut avoir ces éléments en tête pour bien comprendre la suite. Nous sommes en 1999 et Dominique Strauss-Kahn fait son propre satisfecit sur la politique économique menée depuis 2 ans. Les impôts ont diminué sur les salaires et augmenté sur les revenus du capital. Le chômage a baissé, la croissance est positive, les comptes publics se sont redressés. Et même la crise financière de l'année passée en Asie n'a pas affecté cette dynamique. Alors que tous les voyants sont au vert, DSK se prend un stop en pleine face. L'affaire de la MNEF. Cette affaire, c'est une histoire de fausses factures et d'emplois fictifs au sein de la MNEF, donc cette mutuelle nationale des étudiants de France, noyautée par des personnalités du PS notamment. Dominique Strauss-Kahn est soupçonné d'avoir produit une fausse facture afin de toucher 600 000 francs alors qu'il était avocat d'affaires. En décembre 1999, il est mis en examen pour faux et usage de faux. L'ancien numéro 2 de la MNEF a mis en cause la réalité de la prestation de Dominique Strauss-Kahn. Plus grave, il aurait affirmé avoir signé après coup une lettre demandant à l'avocat d'affaires de négocier la vente d'une holding. Selon lui, l'actuel ministre aurait indûment perçu 603 000 francs. Faux a toujours plaidé l'intéressé. Ceci correspond à des revenus de l'ordre de 270 000 francs pour les 2 années, c'est-à-dire 135 000 francs par an. Ceci constitue ma seule relation avec la MNEF. Tout ce que je peux en dire est sur la table. Maintenant, je ne souhaite pas avoir à y revenir 25 fois. Comme à l'époque, on ne plaisante pas trop avec ça, on demande à DSK de démissionner de son poste de ministre. D'autant que peu après, il est également mis en cause pour des faits de corruption passive dans une affaire liée au financement occulte du RPR, le parti de Jacques Chirac, et pour des faits d'emploi fictifs au sein de la compagnie pétrolière Elf. À chaque fois, il sera relaxé ou bénéficiera d'un non-lieu. À lire les motivations des juges, on comprend que ça s'est joué parfois à rien, mais l'histoire judiciaire ne retient que les décisions finales. Tout ça donne le ton des années à venir, et on comprend qu'il commence à payer cash sa manière de mêler la politique avec les affaires privées. À partir de 2001, Dominique Strauss-Kahn revient à temps avec un casier judiciaire vierge pour participer à la campagne électorale de l'élection présidentielle de 2002. Il sera même le porte-parole du candidat Jospin. Mais lui qui avait quitté une gauche plurielle conquérante, retrouve un camp en miettes qui va multiplier les erreurs et tout va se terminer par cet échec suprême. Jean-Marie Le Pen est qualifié au second tour de la présidentielle, mais aucun candidat de la gauche. Occasion ratée, mais DSK se dit dès lors que la prochaine est pour lui. Il redevient député, prend des fonctions au sein du PS, il participe même à l'écriture du projet socialiste pour 2007, sans se rendre compte que le logiciel a changé. Pour lui, c'était une évidence qu'il serait LE candidat face à Nicolas Sarkozy. Mais pour l'écrasante majorité des participants à la primaire socialiste pour désigner le ou la candidate, c'est Ségolène Royal qui sort grande gagnante. Une victoire écrasante et humiliante pour DSK. Avec le recul, c'est sûrement cet épisode qui a inspiré la stratégie de conquête du pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017. Lui aussi n'aurait jamais été en position d'avoir l'investiture d'un parti socialiste et encore moins de ses militants. Et c'est ce qui l'a poussé à créer son propre mouvement pour le modeler à l'aune de ses ambitions, le mettre à son service, ce que son aîné n'a pas su faire. Comme la suffisance bloque toute forme de lucidité, cet échec n'empêche pas DSK de se tourner vers la prochaine échéance électorale. Il s'entoure d'une garde rapprochée de communicants d'Euro RSCG, le genre de choses qui vous coupent du monde, des réalités et surtout de vos idéaux.
Et c'est ce qui se passe. Comment ne pas se sentir incontournable et intouchable quand le président du camp d'en face vous soutient pour être nommé patron du Fonds monétaire international ? Comment ne pas croire que vous êtes le meilleur d'entre tous quand on vous crédite d'avoir su gérer la crise économique mondiale de 2008 ? Comment ne pas se dire que tout vous est permis ? Nous en sommes là, en 2011. Et il manque une dernière pièce du puzzle pour comprendre le personnage. Et c'est sûrement la pièce principale. Comme beaucoup d'hommes politiques, Dominique Strauss-Kahn a mis en scène sa vie privée dans les journaux, principalement quand il était marié à la célèbre journaliste Anne Sinclair. Mais il y avait une autre face, dont on dit aujourd'hui que tout le monde savait, mais dont personne ne parlait. C'est vrai et faux en même temps, comme on va le voir. Le plus important, c'est que si on le savait, on ne donnait pas à cette information l'importance qu'elle devait avoir. Car il y avait plus que des indices. Dans les portraits, on le présentait déjà comme un homme à femme, comme un séducteur, le genre d'allusion qui aurait dû allumer d'énormes voyants rouges. Mais à l'époque, ce genre de qualificatif, c'est flatteur, surtout pour celui qui le reçoit. On baigne dans cette théorie de la séduction à la française qui a été démontée depuis. On baigne aussi dans cette idée qu'il faut séparer la vie privée et la vie publique. Et on voit qui cette séparation arrange au bout du compte. Pas celles et ceux qui en sont victimes, c'est sûr. Avant l'affaire du Sofitel, certaines choses avaient déjà été dites ou écrites très clairement. En 2007, dans une émission de Thierry Ardisson, Tristan Banon raconte avoir été agressé sexuellement par Dominique Strauss-Kahn. Mais à l'époque, tous les autres invités en rient. Il a dégrafé mon soutien-gorge, il a essayé d'ouvrir mon jean. Toujours en 2007, le journaliste de Libération Jean Quatremer, qui suit les affaires européennes pour le quotidien, pose la problématique noir sur blanc dans son blog au moment de la nomination de DSK au FMI. Il écrit « Le seul vrai problème de Strauss-Kahn est son rapport aux femmes. Trop pressant, il frôle souvent le harcèlement. Un travers connu des médias, mais dont personne ne parle. » Une petite phrase annonciatrice de l'affaire Piroscanagie qui survient l'année suivante. Piroscanagie, c'est le nom d'une économiste du FMI devenue la maîtresse du patron du même fonds. Mais dans quelles conditions la relation s'est-elle nouée ? L'affaire devient publique en 2008 quand le Wall Street Journal révèle que Dominique Strauss-Kahn fait l'objet d'une enquête interne au sein du FMI pour un éventuel abus de pouvoir sur sa subordonnée. Il est blanchi, malgré la lettre de Piroscanagie indiquant qu'elle s'était sentie obligée de céder à ses avances pressantes et qu'elle pensait que son patron avait un problème avec les femmes. Dès lors, plus personne ne peut dire qu'il ne savait pas, mais personne ne peut affirmer que cela a été pris au sérieux. Dans un essai « Les mots pour ne pas le dire », la politologue Frédérique Matonti raconte comment les humoristes se sont mis à parler de DSK à partir de ce moment. Elle écrit « À la suite de Stéphane Guillon, le 17 février 2009, qui dans son portrait quotidien de France Inter avait fait sonner la sirène d'alarme pour prévenir les femmes de l'arrivée de Dominique Strauss-Kahn, Nicolas Canteloup et Laurent Gérard le caricaturent en obsédé sexuel. C'est sur le même registre que joue l'imitateur de RTL, Laurent Gérard. Quelle que soit là encore l'actualité, chaque intervention avec la voix de Dominique Strauss-Kahn est ponctuée de soupirs où l'excitation va croissant par une même phrase ou par ses déclinaisons « j'ai chaud, c'est chaud, on chauffe » et par une même chute, toujours en anglais puisqu'il est au FMI, « I want to fuck ». Dans la presse dite sérieuse, on relate les excuses que DSK a été obligé de faire devant les 800 employés du FMI pour ce qu'il a qualifié de « regrettable erreur ». Mais rien de plus. On préfère d'autres polémiques, notamment celles liées à son patrimoine financier, au moment où DSK envisage de démissionner du FMI pour se présenter à la présidentielle de 2012. C'est dans ce contexte que survient l'affaire du Sofitel. Commençons par un résumé factuel. Le 14 mai 2011, Dominique Strauss-Kahn est accusé par Nafissatou Diallo, femme de chambre, d'agression sexuelle, de tentative de viol, d'abus sexuels et de séquestration dans une suite de l'hôtel Sofitel de Manhattan. Il est arrêté à l'aéroport et placé en détention provisoire. Le 16 mai, un juge lui signifie 7 chefs d'accusation et refuse sa mise en liberté. Le 19 mai, il est inculpé formellement par un grand jury et mis en liberté sous caution. Le 8 août, une procédure civile est lancée. Le 23 août, les poursuites pénales sont abandonnées. Le 29 novembre 2012, le New York Times annonce qu'un accord amiable a été trouvé entre Dominique Strauss-Kahn et Nafissatou Diallo. Voilà ce que disent les faits. Et voilà ce qu'ils ne disent pas. Et c'est crucial pour comprendre l'époque. Ce que cette affaire a oublié de dire, c'est de mettre la victime en son centre. Jamais Nafissatou Diallo n'a été traitée comme une victime. D'autant plus quand les juges américains ont considéré que des failles dans son histoire personnelle pouvaient affaiblir l'accusation, ce qui les a conduits à abandonner les poursuites.
tout a été fait pour la salir et remettre en doute son témoignage, son statut de victime. Pire, on a pu voir une partie de la classe politique française se mobiliser pour défendre DSK. C'est le fameux « il n'y a pas mort d'homme » prononcé par Jack Lang lors d'un journal télévisé. Ce que les faits ne disent pas non plus, c'est qu'il y avait tous les éléments pour un hashtag MeToo avant l'heure. Tout était là, sous nos yeux. C'est particulièrement frappant quand on écoute le podcast d'Anne-Cécile Jean et de Marine Pradel, Shame on You. Les deux journalistes étaient sur place pour couvrir l'affaire en 2011 et elles ont été embarquées dans l'effervescence du traitement de ce fait divers en quasi temps réel. Elles ont repris leur travail pour l'analyser et se demander pourquoi elles ne s'étaient pas posé de questions sur ce mode de traitement. Ce retour à New York est tellement parlant qu'il nous montre qu'il y aurait pu y avoir une prise de conscience générale du traitement des affaires de violence sexuelle dans les médias et leur place dans la société. Ça n'a pas été le cas et il faudra attendre quelques années pour que ça survienne enfin. DSK, lui, est libre de rentrer en France, mais il est grillé. Il a dû démissionner du FMI et plus personne ne veut de lui en politique. Surtout qu'à peine de retour, son nom est cité dans le cadre d'une enquête sur un réseau de prostitution lillois. Il bénéficie d'un non-lieu des accusations de proxénétisme aggravé, mais les audiences du procès permettent de compléter le portrait d'un homme et de la nature de ses rapports avec les femmes. Alors il va créer des sociétés de conseil en tout genre et faire de l'argent, pas mal d'argent, en travaillant pour la Russie, pour la Serbie, pour la Tunisie notamment. Mais là, ce ne sont pas les affaires de mœurs, mais les affaires financières qui le rattrapent. Il s'en est sorti pour certaines, d'autres sont encore en cours. Il est intéressant de noter que jusqu'à présent, il a été beaucoup poursuivi mais jamais condamné. Lui y voit un acharnement pour faire tomber sa personne, certains ayant même cru voir un complot de Nicolas Sarkozy derrière l'affaire du Sofitel. D'autres y voient la chance ou la qualité de ses avocats. Dans cette histoire, celui qui a été définitivement condamné, c'est le jeune étudiant qui voulait faire la révolution. DSK est peut-être celui qui a incarné le mieux la trajectoire du Parti socialiste de ces dernières années. D'abord conquérant et rassembleur, pour finir ivre de pouvoir, aveuglé, isolé, coupé du monde réel. Mais lui en plus, il en a trahi les idéaux de justice, de respect et d'égalité. Merci à David Carzon qui signe le texte de cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex et réalisé par Alexandre Ferreira. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.